1,4 milliard de dollars. Non, ça n'est pas le montant de mon patrimoine, ni même le montant de mon chiffre d'affaires. Pas encore. Pas encore. C'est le montant que va récupérer Universal Music sur la vente d'une partie de ses parts de Spotify. Alors, je ne sais pas si tu savais, mais toutes les majors ont obtenu à un moment donné des parts de la société Spotify. Pourquoi? Parce que à son lancement, Spotify n'avait pas les moyens de payer des licences pour pouvoir exploiter le catalogue des majors. Du coup, ils ont fait un compromis, ils ont mis en place un accord où les majors obtenaient une part des actions de la société contre l'autorisation d'exploiter le catalogue. Sony a revendu les siennes, Warner aussi. Aujourd'hui, la seule major qui reste avec des parts dans Spotify, du coup, c'est Universal. Ce qui est intéressant, au-delà du montant qui est absolument faramineux, c'est le move contractuel qui se cache derrière cette actualité. Pour rappel, en 2018, Universal a signé un contrat avec Taylor Swift, que tu connais sûrement, et qui a imposé le fait que si jamais Universal était amené à vendre ses parts de Spotify, un petit montant de cette vente devrait être réparti aux artistes d'Universal Music. Pourquoi cette clause est absolument dingue? Déjà parce que ça dit beaucoup du pouvoir et du levier de négociation que détenait Taylor Swift à l'époque. Je ne sais pas si on se rend compte, mais le fait qu'un artiste ait un tel poids qu'elle soit en capacité d'imposer une clause, non pas pour son contrat à elle, à une échelle individuelle, mais pour l'ensemble des artistes signés par la plus grosse major en fait de l'industrie musicale mondiale, c'est absolument dingue. Et ça dit énormément de Taylor Swift, qui est un génie absolu business. Peut-être même que ce serait intéressant que je fasse une vidéo sur elle, parce qu'elle a fait tellement de moves avec Apple Music, enfin bref, il y a trop de trucs à dire sur elle. Donc si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Je reviens à mes moutons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, dans cette clause, elle a ajouté une notion capitale. C'est le fait que la somme, du coup, obtenue par les artistes dans le cadre de cette vente soit une somme non recoupable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les majors, lorsqu'elles signent des contrats, en général, elles mettent en place ce qu'on appelle des avances. Une avance, c'est quoi? C'est une somme financière que la major te donne, voilà, mais qu'elle est amenée à récupérer sur tes revenus futurs. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur cet argent qui découlera de la vente, que l'artiste ait recoupé ou non son avance, ça veut dire que la major ait fini de se rembourser sur ce qu'elle avait donné à l'artiste ou non, l'artiste devrait pouvoir quand même toucher quelque chose de cette vente. À savoir que, bon, j'ai un peu creusé, je me suis un peu renseignée, et il semblerait que les montants attribués aux artistes dépendraient et seraient au prorata de ce que représente l'artiste sur la plateforme. Voilà. Bon, je ne sais pas concrètement ce que ça peut vouloir dire pour les artistes français, honnêtement. Et j'avoue, je serais grave curieuse si quelqu'un sait, à l'info ou à une source qui saurait à répondre à cette question. Parce que c'est vrai que je me pose la question de est-ce que les artistes français, du coup, ils vont bénéficier de ce truc-là ou pas du tout, sachant que le marché français et le marché américain, enfin, c'est deux salles, deux ambiances. Il suffit de regarder le nombre d'auditeurs mensuels d'un artiste américain et le nombre d'auditeurs mensuels d'un artiste français. Mais bref, ça n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que du coup, ces sommes-là sont non recoupables. Donc, c'est de l'argent qui tomberait directement dans la poche des artistes. Je trouve cette histoire fascinante pour deux raisons. La première raison, c'est que elle interroge sur la valeur et la redistribution de la musique. Dans le sens où les majors, si elles ont pu obtenir ces parts dans les sociétés, c'est grâce à la musique, grâce au catalogue qu'elles détiennent ou qu'elles exploitent. Mais derrière, c'est assez fascinant de se rendre compte que si Taylor Swift n'avait pas imposé cette clause-là, potentiellement, les acteurs qui créent la valeur n'auraient probablement pas bénéficié d'une partie de la vente. Alors que sans musique, il n'y a pas de catalogue et sans catalogue, il n'y a pas de valeur. Malgré les évolutions du modèle économique de la musique, et sa financiarisation
de plus en plus croissante, et ben les acteurs qui produisent la valeur, donc en l'occurrence les artistes, restent dans les mêmes logiques de redistribution que celles qui étaient établies au début. C'est-à-dire qu'on est sur des logiques de redistribution archaïques, féodales, et qui en aucun cas ne prennent en compte les progrès structurels et financiers en fait, de l'industrie. Et c'est d'autant plus inquiétant que pour moi, une nouvelle comme celle-ci, ça devrait être vraiment une nouvelle dont on devrait entendre parler à tire-larigot. Vraiment. Parce que avant de faire ma vidéo, du coup, parce que j'avais déjà vu la nouvelle, je me suis dit, ah, j'en ferais bien une vidéo. Du coup, j'ai relu quelques articles, histoire de mettre, parce que j'avais aussi des questions, histoire de comprendre. Et je trouve que, en fait, c'est je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Après, c'est vrai que c'est une niche quand même, la musique, et que le monde a autre chose à foutre et qu'il y a d'autres priorités. Je le concède. Mais je trouve que même dans l'industrie française, enfin, je comprends pas qu'il n'y ait pas un dossier long format ou des longues vidéos YouTube d'analyse de gens qui comptent dans l'industrie, qui nous permettent de décrypter, de comprendre les enjeux sous-jacents d'une clause comme celle-là, les retombées potentiellement d'une clause comme celle-là pour les artistes de manière globale, mais aussi pour les catalogues français. Parce que dans quelle mesure les catalogues français seront concernés par cette redistribution? Moi, j'avoue, ça m'interroge. Bon, j'ai pas d'artiste signé chez Universal, donc bon, mon enquête ne sera pas plus profonde que ça, hein, a priori. Mais c'est une vraie question, en fait, qui se pose. Et ouais, je suis toujours, en fait, ébahie de la manière dont on est passif, en fait. On est vraiment passif. C'est-à-dire que les Américains mettent en place des choses qui sont inspirantes, précurseuses, mais je trouve qu'en fait, on ne s'en inspire pas assez. On n'est pas assez dans l'observation, dans la compréhension des stratégies pour recopier, adapter à notre industrie à nous, alors qu'on est les premiers à chouiner sur le fait que le streaming, ça rapporte rien, sur le fait que les artistes, ils sont pas rémunérés à leur juste valeur. Mais quand il y a des moves significatifs qui sont faits, bah, j'avoue, je vois pas les gens prendre des notes. Bon, peut-être qu'ils en prennent en cachette, c'est possible. Mais je crois que c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer la chaîne YouTube, en me disant, bah, moi, je trouve qu'il y a des nouvelles qui sont trop importantes pour qu'on passe comme ça, là, et qu'on ne se pose pas pour analyser, comprendre, décortiquer ce qui se passe. Et ouais, je trouve ça assez fascinant de voir la manière dont, en fait, ce genre de news nous invite à nous interroger sur la manière dont l'économie musicale est structurée et de la manière dont nous, acteurs, que ce soit à une échelle individuelle ou collective, on devrait repenser notre économie et la manière dont on mange, tout simplement.